Bonjour tout le monde et bienvenue dans Lecture du mois, l'émission qui parle des mangas, BD et comics que j'ai lus durant le mois en cours. Et on attaque le mois d'avril 2019 avec cette petite pile. On attaque avec du Kingdom comme d'habitude et cette fois c'est le tome 15 qui est arrivé en même temps que le tome 16, 17 et 18 ainsi que la box numéro 2 et surtout ce tome, alors il y a la couverture avec Riboku, le stratège de l'empire de Zhao qui est un peu vraiment le gros antagoniste jusqu'au tome 50 plus ou moins, parce que là où je me suis atteint scan, il était encore le grand méchant à abattre, et là c'est son tome où il apparaît, c'est parce qu'on découvre enfin son nom, on découvre enfin son titre, sa position dans l'Empire de Zhao, et qui fait partie de l'Empire de Zhao, et en plus de ça, ça y est, Uken contre Uki, les généraux, les grands généraux des deux grands pays se rencontrent, s'affrontent. Épique. Le peu qu'on voit, c'est vers là, vraiment les deux derniers chapitres, ils s'affrontent, c'est épique, et il va y avoir du drama dans le prochain tome parce que on va découvrir qu'ils ont un passé commun. Et ça va être génial, franchement. C'est vraiment ce lot de tomes là, le 15, 16, 17, épique au max. Vers l'ouest, tome 7, et je suis toujours aussi content que ça avance. Alors comme vous l'avez remarqué sur la couverture, on a Son Wukong, Son Goku qui est dessus, parce que il va commencer tout doucement à rentrer dans l'histoire. Alors là, on le voit plutôt sous la forme d'un flashback. On découvre qu'est-ce qui lui est arrivé et pourquoi il est, entre guillemets, mort. Et là, la prochaine quête, on va dire l'arc qu'il va y avoir dans la fin de ce tome et dans le tome suivant, c'est un petit peu comment le ramener à la vie. Et ensuite, ça va vraiment, je pense, être... on va vers l'ouest, enfin, parce que là, ils font des détours à chaque fois, ils avancent pas vraiment. Je pense qu'une fois qu'ils auront, on va dire, le quatuor de base, hein, d'origine, on va dire, hein, donc Sanzo, Son Goku, Oolong et Yamcha, on va dire, enfin, qui sont, on va dire, là, le moine des sables, le cochon sorcier, le Son Goku, le roi singe et le moine Sanzo, ainsi que leur cheval. Donc ils sont quasiment tous là. Mais une fois qu'ils sont tous réunis, bah, direction vers l'ouest, et on fait enfin l'histoire principale. Ça y est, les quêtes sont finis, on attaque l'histoire principale maintenant, enfin la quête principale. Mais ouais, c'est épique, surtout qu'en plus le cheval il commence à avoir un petit background sur lui, c'est super intéressant, j'ai hâte de voir le prochain tome là-dessus parce que je pense qu'il va nous réserver des surprises et qu'il va vraiment évoluer. Là c'est tout le temps un connard, on va découvrir sûrement pourquoi c'est devenu un connard. Et ça va être cool. Fire Force tome 10, et c'est un super tome avec un putain de drama vers la fin, surtout qu'en plus l'auteur a commencé à mettre pas mal d'explications par rapport à l'Adora Burst, l'Adora Link, je sais plus si c'est Odora ou Adora, je sais plus, bon c'est les pouvoirs de flamme super puissantes, et surtout il a plus ou moins expliqué son découpage particulier lors de certaines scènes, et j'ai trouvé ça bien foutu en fait, il dit, voilà parce que dans le manga c'est pouvoir c'est comme ça, bah moi en tant que au niveau de mon découpage je fais comme ça. Et souci, ils vont faire comment en animé. Là je me dis, c'est parce que franchement tu peux pas retranscrire ce découpage en animé parce que c'est vraiment un découpage très particulier. Je vais essayer de vous trouver une page, si je trouve une, voilà. C'est qu'en fait il y a un découpage vraiment particulier où en fait, bah, les cases sont vraiment très espacées. Et en fait c'est pour... Voilà, je ne vais pas trop dire pourquoi, mais voilà, c'est expliqué, et c'est vraiment cool. Là, il y a vraiment un côté scientifique, c'est un peu rébarbatif par moment, parce que c'est vraiment beaucoup d'explications, mais voilà, c'est juste vraiment là, je pense pas que ça va être là tout le temps, parce que Toriko, c'était un peu un des gros soucis, c'est qu'il y avait tout le temps des explications pour tout et n'importe quoi. Là, il y a quand même beaucoup de ça là-dedans, mais c'est un personnage qui est scientifique, donc forcément, ça paraît logique qu'il explique tous les trucs scientifiquement, mais ouais, c'est vraiment sympa, Fire Force, bon... Je kiffe toujours autant Solitaire, hein. Pour moi ça reste quand même au-dessus, pour l'instant. Mais on va voir avec la suite, peut-être que ça va être encore plus épique, on verra. March Common Like a Lion, tome 1, alors j'ai profité des 40 heures de la BD pour me prendre ce tome 1, les autres trucs m'intéressaient pas plus que ça niveau BD, en manga il y avait l'atelier des sorciers, bah j'ai déjà la série, donc bah je vais pas racheter un tome 1 même s'il est à 2€. Par contre ça, si vous l'avez pas, prenez-le, si vous le trouvez à la FNAC, je sais pas s'ils en ont encore à 2€, prenez-le parce que franchement c'est super bien. Pour faire simple, c'est l'histoire du jeune garçon qu'on voit ici, qui est un grand joueur de shogi, bon pour son âge, hein, c'est pas le number one, mais voilà, pour son âge, il a quand même du talent, et en fait il a perdu dans le passé sa famille, il est un peu en mode dépressif, il a perdu un peu goût à la vie, et il va la retrouver en la présence de 3 sœurs, hein, qu'on voit ici, qui sont sur la couverture, qui ont entre 20 et 7-8 ans, il va vivre avec elles un petit peu, et il va retrouver goût à la vie, il va bouffer, et c'est super prenant. Par contre, vous croyez pas, mais ça fait 160 pages, à peu près, 200, 160 pages, 200. J'ai mis plus d'1 heure à le lire, parce qu'il y a tellement de choses à lire. C'est pas forcément complexe, mais en fait, c'est... Tu prends ton temps à lire, franchement, c'est paisible. Et ouais, j'ai mis
bien une bonne heure à le lire, mais c'est super agréable. Je pense prendre la suite prochainement. Je me dis, bon, si c'est bien, je prendrai. Ouais, c'est très très bien. C'est sur Netflix aussi. Il y a les 48 épisodes qui sont sur Netflix. Regardez ça, c'est super bien. Et c'est pas forcément dépressif, mais franchement, c'est paisible. Franchement, ça redonne goût à la vie. Et il y a un personnage que j'aime beaucoup qui est gros, et en plus il y a une meuf qui kiffe les gros, c'est génial. Je kiffe ce personnage là, c'était génial, voilà, j'ai bien aimé. J'ai aussi profité du pack de Kiyun, 2 mangas achetés, enfin 2 pour 1, hein, c'était 2 égale 1, donc en fait il y avait le tome 1 de Im, et enfin dans un petit pack avec le tome 2, donc c'était pour le prix d'un, j'avais les 2 premiers tomes. Im, j'avais déjà vu un petit peu, je me dis oh ça a l'air sympa, je prendrai quand c'est fini. Il y a 11 tomes, c'est terminé, et je me suis dit bon, allez pour 7 euros on va voir si ça vaut le coup. Et ça vaut grave le coup, c'est un bon shonen sur la mythologie égyptienne. En plus, faut vraiment lire les 2 premiers tomes d'un coup, parce qu'on va dire l'histoire prend du sens après la fin du tome 2, parce qu'on découvre enfin l'origine du mal, qui est le méchant, et un petit peu la quête de Im. C'est vrai que c'est un peu long, c'est pour ça qu'en plus Kiyun avait sorti les 2 premiers tomes d'un coup, parce que c'est vraiment les 2 premiers tomes pour introduire toute l'histoire au niveau des Makai. Mais c'est vraiment super bien. Je vais essayer de me prendre la suite prochainement, mais bon, il y a March Come Like a Lion, et je pense que ça c'est passé devant. Là honnêtement, je vais prendre d'abord March Come Like a Lion, et après ça, de toute façon, il y a 9 tomes encore à prendre, donc ça va, et bon, Kiyun, ils sont pas du genre à faire disparaître leur titre, surtout que ça, je pense que ça marche plutôt bien, et surtout que, ben, tu fais un pack 2 égale 1, et après tu sors les tomes, ils sont indisponibles, c'est un peu con, voilà, c'est donc, moi de toute façon je vais prendre la suite et c'est super bien. Si vous le trouvez dans une librairie, prenez-le, 2 pour 1, c'est raisonnable. Il y a aussi Erased, il y en a d'autres, il y a au moins 4-5 titres, il y a Golden Kamui, il y a un autre titre, je sais plus c'est quoi, c'est par l'auteur de, j'ai plus le nom, Pando Hayat, c'est son dernier titre qui est sorti il y a 2 ans, voilà. Voilà, pour une quinzaine, vingtaine d'euros, vous avez 6-7 tomes, 2-3 séries qui sont commencées. Donc allez-y, moi en tout cas, j'ai commencé et j'aime beaucoup, je vais prendre la suite. My Hero Academia tome 18, et c'était un tome épique au début parce que c'est la fin d'un arc qui va être sûrement le début de la prochaine saison. Épique, honnêtement le combat est dingue, il y a des pages qui sont assez impressionnantes. Et ensuite, on quitte un petit peu Izuku, on se retranche sur d'autres personnages de la classe, hein, bon... On va dire les personnages, on va dire les plus importants après, hein, donc Shoto et Bakugo. Et il y a un putain de développement de personnage autour du père de Shoto. Honnêtement, tu le vois, tu dis waouh, il est passé de connard infâme à je te respecte un petit peu. Voilà, c'est vraiment à ce niveau-là. Et j'ai hâte de lire la suite. De toute façon, My Hero Academia, je trouve que c'est vraiment un super manga à lire. Et si vous connaissez pas, c'est bizarre. Noise, tome 2, alors j'ai eu confirmation récemment, parce que j'étais à la Jonetsu, il y avait Ahmed Agne, donc l'éditeur en chef, donc cofondateur et éditeur en chef de Kiyun, je lui ai parlé un petit peu, il m'a dit Noise c'est prévu en 3 tomes, donc là le prochain tome ce sera le dernier, donc ceux qui me suivent un petit peu, j'avais dit que quand Noise serait fini, je ferai une vidéo sur Tetsuya Totsui, donc c'est toujours prévu, hein, je sais pas quand je la ferai, mais en tout cas, je dis pas quand le tome 3 va sortir je ferai la vidéo, mais... Guettez, normalement, quelques temps après la sortie du 3ème tome, je ferai une vidéo sur Tetsuya Totsui, sur toute sa bibliographie, ce qui fait pas beaucoup de tomes, hein, ça fait à peine une dizaine, mais il y aura pas mal de choses à dire, et ce tome-là, franchement, quand je l'ai lu, et je l'ai dit à l'éditeur en chef, Ahmed Agne, je vois pas comment ça peut se terminer dans le prochain tome, parce que il se passe tellement des trucs de dingue dans ce 2ème tome, que je me dis, mais il va faire comment pour terminer dans le prochain tome? Il a dit, tu vas voir, ça va se passer, il va se passer des trucs, c'est puissant, voilà, donc j'ai hâte de lire le prochain tome qui va être le dernier, parce que Noise, c'est super bien. Isaac, tome 5, j'ai pas grand chose à dire de différent d'habitude, hein. Au niveau du dessin, je kiffe toujours autant le style de WS qui était l'auteur de Jusqu'à ce que la mort nous sépare, qui, alors que j'ai pas lu, hein, mais un de ces quatre, il faudra que je me prenne les tomes, parce que s'il est aussi bon que là-dedans, ça va être génial, et c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, bon bah, j'ai pas de méchant, mais, enfin si, je vais être un peu méchant, mais il se passe pas grand chose, hein, c'est voilà, c'est la quête de vengeance continue, voilà. C'est vrai que je m'attendais à ce que la série se fasse vraiment 5-6 tomes, parce que quête de vengeance qui s'étale sur des quinzaines de tomes, ça devient vraiment très long et très chiant. À voir comment ça va se poursuivre, mais si ça se conclut pas rapidement, je pense que je vais mettre de côté et reprendre plus tard. À voir, en tout cas, si vous connaissez pas, allez-y, Isaac, c'est bien. Franchement, j'aime beaucoup, mais ça commence à traîner un peu en longueur. The Promised Neverland tome 7, donc c'est le 2ème tome et demi après la fin de la saison 1, donc après que les enfants aient quitté le pensionnat. Je vais essayer de bien choisir mes mots, parce que
Ça va vite spoiler, mais les personnages, on va dire, du pensionnat, donc Emma, Norman, non, Ray plutôt, parce que Norman n'est plus là, je suis con, Ray, Emma et toute la bande font la rencontre d'un personnage qui est assez étrange, qui va commencer à nous apprendre plein de choses sur un peu le pensionnat, parce qu'on découvre des trucs qu'on ne savait pas, ce qui rajoute un peu de mystère par rapport à leur tatouage, parce qu'on découvre un truc sur les tatouages, et ça m'a un petit peu fait bugger, là j'ai dit d'accord, alors là je comprends plus trop, à voir, voilà, maintenant j'ai envie de dire à voir la suite, en tout cas là, le prochain tome va être riche en action parce que il se dirige dans une forêt avec des démons, tout ça. Ça va être festif, surtout que le tome finit sur un gros cliffhanger en mode seul contre tous. Ça va être génial, ça va être très très bien. Jagan tome 2, et ce tome 2 est encore mieux que le tome 1, parce que bon, le tome 1, il avait fait 2-3 monstres, c'était sympathique. Là, on nous présente d'autres personnes qui sont un petit peu comme le héros Jagasaki, qui ont maîtrisé un petit peu leur pulsion. Alors ce qui est marrant, c'est que ça va être bizarre par rapport à comment ce que dit la chouette dans le tome. À un moment, elle dit ouais, je pourrais te soigner. Bah, ça va être compliqué. Bon, à voir, hein, de toute façon, comment va être la suite. Et surtout, on nous présente, je pense, un futur grand antagoniste. J'ai appuyé son nom, c'est Roka, je crois. Il est, on va dire, clairsemé dans le tome. On voit des petits passages de sa vie. Et vers la fin, il fait un truc, je dis waouh! C'est juste. Bon, déjà, dans le tome, il est quand même hyper chelou, le mec. Il fait des trucs complètement déglingos. Il va chez les filles, il met des caméras, il les espionne, il se branle dessus. Mais vers la fin, ça part vraiment en couille quand il devient un détraqué. Et j'ai hâte de voir sa rencontre avec Jagasaki, ça va être épique. Parce que franchement, il fait des trucs de. C'est dérangeant, voilà, franchement. Et ce manga est dérangeant de toute façon de base, hein, mais là c'est vraiment très très dérangeant. Et j'étais surpris que le tome ne soit pas plastifié, parce que vu ce qui se passe dedans, mais je me dis, mais il y a un gamin qui ouvre ça, il se dit, oh c'est cool, je l'ouvre, il voit ça, mais il est choqué, il est traumatisé. Ça c'est le genre de truc que tu plastifies. Ils ont fait quoi, Kazé, là? C'est bizarre. Rikudo, tome 14, et je suis totalement surpris par ce qui s'est passé dans le tome. Franchement, je m'attendais pas du tout à que ça se finisse comme ça en fait. Là, j'ai. Bon, déjà, le découpage, l'auteur, je trouve que de tome en tome il s'améliore. Il y a des pages qui sont juste dingues. J'ai mis sur mon Instagram, j'ai mis quelques pages et j'ai trouvé ça. Et j'ai encore, je suis gentil, hein, j'ai pas tout mis parce qu'il y a des pages qui sont vraiment impressionnantes. Et sans trop spoiler, l'auteur nous fait une rikishi. Hein, et j'étais surpris qu'on ait ça. Et j'ai fait waouh, il a osé. Ça se finit comme ça. À voir les prochains tomes parce que là, je pense que ça va être très riche en psychologie. Et j'ai hâte de lire la suite parce que franchement, je le dis à chaque fois, hein, mais j'ai trouvé que les premiers tomes étaient vraiment des fois en dents de scie. Là, depuis le tome 5-6, hein, ça fait que monter en puissance. Et Rikudo, si vous ne connaissez toujours pas, allez-y, c'est une valeur sûre. Là, honnêtement, je le dis, si vous aimez la boxe, vous voulez des trucs graphiquement aboutis, valeur sûre. Valeur très très sûre même. Ultraman tome 12, alors j'ai parlé un petit peu de l'animé. Je voulais faire un animé à chaud, mais j'étais pas motivé. L'animé ne rend pas du tout hommage au manga, avec vraiment des personnages lisses et sans détail, là où le manga est vraiment très détaillé. En plus, les 13 épisodes condensent les 8 premiers tomes, donc ça va très vite, ça a pas mal de petites informations, de petits trucs annexes, mais qui sont très importants pour la suite. Bon, on va dire, ça m'a permis de me remémorer un petit peu les premiers tomes, parce que des fois, j'oublie un peu ce qui s'est passé avant. Là, ça m'a fait un petit peu une sorte de... Voilà, ça m'a mis un petit coup de frais, je me suis souvenu un peu ce qui s'est passé avant, et le tome 12 est vraiment super bien. Si vous connaissez pas, regardez Ultraman, mais je pense que vous allez pas aimer. Mais par contre, essayez de lire le manga chez Kurokawa, qui est génial. Et c'est toujours aussi épique en action. Moi, j'aime toujours autant. J'ai découvert avec le manga, et j'aurais espéré que l'animé soit un tremplin vers le manga, et je pense que ça le sera pas du tout, alors que c'est triste parce que putain c'est un super titre, et Kurokawa a pris pas mal de risques en le sortant parce que Ultraman tout le monde s'en fout, et d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est pas non plus fifou en termes de vente, mais c'est bien. Lisez Ultraman, c'est très bien. L'animé, vous pouvez le skip. Bon, regardez pour voir si ça va vous plaire en termes d'action. Pas les Fast Slice of Life, mais au moins l'action avec les quand ils sont en mode méca entre guillemets, mais c'est bon, c'est plutôt ils sont en mode Ultraman. Si vous kiffez ces passages-là, vous allez surkiffer sur le manga parce qu'ils sont encore 1000 fois mieux. Vinland Saga tome 21, et franchement, j'ai vu la couverture, je me suis dit, waouh, ça va être épique parce qu'on voit un Thorfinn avec une épée en mode vénère, et ce qui se passe dedans, c'est assez épique parce que Thorfinn rencontre Baldur, le petit-fils de Floki,
qui est l'homme qui a tué son père. Et quand il rencontre le petit-fils de ce monsieur, peu de temps après, il retrouve Floki. Donc, le meurtrier de son père. La scène est juste épique. Honnêtement, j'ai eu des frissons, et je me suis arrêté, j'ai dit, oh putain, oh, il va le faire. Et ouais, t'as un chapitre entier, mais j'ai frissonné, c'était tellement puissant, t'avais un Thorfinn qui était vraiment en train de se dire, je le fais ou je le fais pas, parce que si je le tue, je remets en question tout ce que je me suis dit jusqu'à présent, et après, bon, il y a de la baston épique. Honnêtement, Vinland Saga, là, ça monte en puissance, l'arc des mers Baltiques, c'est un truc de dingue. Mob Psycho 100, alors ce tome est couvert dans la saison 2, si vous n'avez pas encore vu la saison 2, mais allez-y, honnêtement, à l'heure actuelle, c'est l'un des animés, un truc de dingue, au niveau Sakuga, mais ça envoie à fond, c'est épique, franchement, la fin de la saison, les premiers épisodes étaient, on va dire, sympathiques, mais vers la fin, mais ça envoyait du lourd, One Punch Man n'atteindra pas cette épicness, je pense que la saison 2 One Punch Man n'atteindra même pas cette épicness, et donc là, on est au début de l'arc de la griffe, hein, donc tome 8, épisode 8-9 à peu près, avec un passage assez puissant avec Mob qui va découvrir un truc chez lui. 100%, voilà, il atteint direct le 100%, il va même dépasser le 100%, ça va être épique. Pendant quelques chapitres, on a un Mob en mode roue libre qui fait super peur. Et ça se calme après. Et bon, là, on va attaquer l'arc de la griffe, hein, donc le combat final. Donc on a eu pendant les 4 derniers épisodes de la saison 2, qui étaient juste géniaux. On va dire du premier épisode de l'arc jusqu'au dernier, c'était juste épique. J'ai hâte de lire ça maintenant. Mob, lisez. Franchement, lisez. Renjo Desperado, tome 5. Alors, c'est l'avant-dernier tome de la série. Et je suis en train d'émettre une réserve sur le fait que j'ai peur que ça soit une fin précipitée. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on avait Monko qui vivait sa vie, qui faisait des quêtes, qui faisait des trucs. C'était super intéressant. L'univers est vraiment super intéressant. Moi, j'aime beaucoup l'univers qui mélange Far West et... on va dire, Japon médiéval, hein, avec des personnages genre une moine qui se bosse sur une moto, voilà, des trucs comme ça, c'est stylé. Mais, l'histoire de Monko a été très peu racontée jusqu'à présent. On devine des choses, mais il n'y avait rien qui était explicite, vraiment très explicite, il y a eu peut-être un passage ou deux. Et, le dernier tome va raconter tout. Et je me dis, j'ai peur que le dernier tome soit vraiment précipité, de dire, en fait, ça se marchait pas, on clôture la série dans le tome 6. Ça serait vraiment dommage. Moi, j'aime beaucoup l'univers, à voir, mais... en tout cas, j'aime beaucoup l'histoire, hein, mais j'ai peur que la fin soit précipitée et je pense que la série va vite disparaître à cause de ça parce que une fin précipitée, les gens ils vont s'en foutre. Hein. Mais moi j'aime beaucoup l'univers, mais j'ai peur. J'ai vraiment peur pour la fin en fait, c'est surtout ça. L'Atelier des Sorciers, tome 4, c'est toujours aussi beau, l'histoire est toujours aussi sympathique, même si je trouve que le personnage de Coco, l'héroïne, est mis énormément en retrait dans ce tome 4, parce que là on s'intéresse vraiment à Agathe et ce personnage aux cheveux bleus qui est sur la couverture, qui vont passer un examen pour devenir officiellement sorcières. Bon, c'est une des nombreuses épreuves, hein, parce qu'elles sont apprenties, elles vont faire avec les épreuves, elles vont devenir des vraies sorcières, et devenir, on va dire, entre guillemets, adultes, hein. Et bon, c'est toujours aussi stylé, hein, moi j'aime beaucoup l'histoire. Et en plus, ceux qui connaissent pas, normalement au mois de juin, Pika va sortir le premier tome de la précédente série de l'auteur, parce que c'est une femme, je le dis aussi, hein, auteure, c'est une femme, et franchement, au niveau dessin, à des bois de sa race. Donc je disais, ils vont sortir le tome 1 d'une série en 3 tomes, j'en parlerai souvent dans un manga chaud, c'est sa première série, de toute façon c'est une précédente série c'est sûr, première je sais plus trop, mais en tout cas je vais m'intéresser à ça parce que juste pour découvrir un petit peu sa bibliographie, en tout cas l'Atelier des Sorciers c'est toujours aussi bien. Seven Deadly Sins, tome 32, donc c'est le tome qui amorce, on va dire, un petit peu avec le tome précédent, mais là c'est vraiment le début de la grande guerre contre les 2-3 derniers membres des 10 commandements, donc en fait c'est vraiment les 3 enfants du roi des démons qui sont encore là, avec toute leur armée, qui vont se battre contre les 6 des 7 des Seven Deadly Sins. Voilà, c'est la fin de la série, hein. Là on est vraiment dans l'arc final, parce que actuellement au Japon c'est l'épilogue, et l'épilogue se passe juste après cet arc-là. Donc là vous allez avoir au moins 5-6 tomes d'arc final, avec pas mal de batailles, pas mal de rebondissements et de révélations, surtout par rapport au personnage d'ailleurs Elisabeth Estarossa, il va y avoir des révélations par rapport à ce personnage-là, même si beaucoup de gens l'avaient vu venir depuis très très longtemps, surtout avec des choses qui se passent dans ce tome-là. Voilà, j'en dis pas plus, mais Seven Deadly Sins, ouais, c'est sympa, et surtout que là, prochainement, il va y avoir un des précédents titres de l'auteur qui arrive chez nous, Blizzard Axel, qui a l'air totalement barré, c'est les arts martiaux, je connais pas de patinage artistique, ça a l'air épique, je veux lire ça.
Les Fleurs du Mal de Kazuo Kamimura et de Hideo Okazaki, donc qui sont les auteurs de 3 mangas, dont 2 sortis chez nous, donc celui-ci et le Fleuve Shinano, donc il y en a un troisième qui n'est jamais sorti chez nous encore, peut-être un jour, et à l'heure actuelle, c'est pour moi le meilleur Kazuo Kamimura. Mais en même temps, il est tellement différent de ce qu'il a fait jusqu'à présent, enfin de ce que j'ai lu de lui, hein, j'ai pas tout lu encore, qui est sorti chez nous chez Kana, hein. Il m'en manque encore 3-4 titres, hein. Maria, enfin des trucs comme ça, mais j'en ai lu pas mal, et honnêtement, c'est le plus dérangeant, parce que c'est vraiment... c'est 50 nuances degrés, mais encore plus sombre, et encore plus dark. C'est l'histoire d'un mec, l'histoire hein, commence sur au tribunal, et en fait, le personnage qui est ici, hein, qu'on voit là, est accusé de pas mal de chefs d'accusation, notamment d'avoir torturé et tué pendant 20 ans 800 femmes, une moyenne de une femme par semaine. Et on voit toutes les scènes de torture, c'est hyper dérangeant, c'est à base de « montre-moi ta foufoune, tiens une rose avec des épines, je l'enfonce dedans ». Il y a des trucs comme ça, le mec il se baigne dans du sang de femme, il boit les règles des femmes, voilà, c'est immonde, hein. Il y a des trucs, c'est vraiment choquant, ne lisez pas ça si vous avez 8 ans, parce que vous allez être traumatisé, c'est vraiment une lecture pour... les gens, on va dire, qui doivent être préparés psychologiquement, c'est très dur. J'ai envie de faire une vidéo dessus parce que franchement, c'est super bien. Je vais peut-être faire un manga à chaud, un de ces quatre, je sais pas quand, mais il faut que j'en fasse un cette année parce que c'est un gros coup de cœur. Là, voilà, c'est vraiment un très très gros coup de cœur parce que je m'attendais pas à grand chose. Je me dis, oh, je vais le prendre, c'est un Kazuo Kamimura et je vais me faire la collection. J'ai dit, waouh, c'est peut-être son meilleur à l'heure actuelle. C'est un super titre. Lisez ça, c'est chez Les Lézards Noirs, c'est super bien. La vie de Bouddha, tome 3. Alors, j'ai aussi le tome 4, mais je l'ai pas encore lu. J'essaie de, on va dire, dégrainer un petit peu ma lecture pour, on va dire, pas finir tout de suite Bouddha, parce qu'il me reste plus qu'un tome, et j'ai pas envie de finir, en fait, hein. C'est la fin, donc, bon, de toute façon, le prochain tome sera le dernier, hein. Donc, là, Bouddha est pas encore, on va dire, dans sa forme finale, hein, qu'on connaît, hein, en mode gros, hein, et en mode... mais il est déjà éveillé, il s'appelle Bouddha depuis la fin du tome 2. Alors, c'est un tome où on voit pas tant que ça, mais en fait, il y a le truc, c'est que... jusqu'à présent, on avait suivi plein de personnages à droite à gauche, hein, on avait suivi pas Tata, mais si c'est Tata, le petit qui pouvait parler avec les animaux, qui est devenu grand, un brigand. On avait suivi le fils d'un rival de Bouddha quand il était jeune, quand il était encore le prince Siddhartha. On a vu son petit frère, voilà. On voit plein de personnages jusqu'à présent, et là il commence à se regrouper, parce que ça y est, le fils du rival de Siddhartha, il est là, il a rencontré Bouddha, son frère il est devenu le disciple de Bouddha, il y a plein de personnages qui se rencontrent, ça y est, ça commence à... c'est la saison finale en fait, on s'approche de la fin, donc forcément, comme dans Game of Thrones, hein, les personnages qui se sont jamais vus, commencent à se retrouver, se rencontrer, et voilà, tout est éclaté, maintenant tout se regroupe, et je pense que le dernier tome va être épique, et on va voir si ça va être le meilleur Tezuka que je vais lire, parce que jusqu'à présent je trouve que c'est l'un des meilleurs que j'ai lu, on va voir si ça va aller jusqu'au bout, ça va être super bien, en tout cas moi j'aime toujours autant. Il reste plus qu'un tome, ça sera sûrement dans la prochaine vidéo, parce que je vais le lire prochainement. Bouddha, lisez ça. Bon, c'est gros pavé à 30 € pièce, mais ça vaut le coup. Voilà, moi je le dis, ça vaut le coup, faut lire du Tezuka, parce que c'est toujours aussi bien que Tezuka. Et on termine avec une BD, c'est le Alejandro Jodorowsky 90e anniversaire, tome 3. Alors j'ai pas pris les 2 premiers tomes jusqu'à présent, mais je vais pas tarder à les prendre, mais pas tous. Alors pour vous expliquer, en fait, Jodorowsky, c'est un grand réalisateur, il a fait des bonnes choses, mais qui sont pas forcément appréciées par le grand public. Il a fait pas mal de bandes dessinées. Moi, j'aime beaucoup toute la saga de l'Incal qu'il a fait, et surtout la case des Métabarons, dont j'ai fait une lettre d'amour sur Twitter cet hiver, hein, pendant le mois de décembre. J'ai fait une vidéo, mon calendrier de l'Avent, j'ai fait une vidéo pour le jour 8 sur la case des Métabarons en disant que j'adorais cette série, et qu'un de ces quatre, j'en parlerai. Et en fait, là, pour les 90 ans de l'auteur, les Humains Associés, qui ont édité beaucoup de ses œuvres, qu'il a écrites, pas dessinées mais écrites, ils ont fait une compilation avec sur 12 tomes, il y a des intégrales de toutes ces séries, ou quasiment toutes ces séries, des fois avec des auteurs, par exemple là, c'est avec Bess, tout ce qu'il a fait avec Bess, quasiment tout ce qu'il a fait avec Bess, il a fait 2 séries, enfin plus de 2 séries, mais là ils ont compilé 2 séries, le Lama Blanc qui est en 6 tomes, et les Jumeaux Magiques en un seul tome, donc on a 7 tomes pour environ 300 pages pour une trentaine d'euros, ce qui est quand même bien raisonnable pour de la bande dessinée. Bon, c'est un plus petit format, mais quand même, c'est super sympa. Et en tout, il y aura 12 tomes qui vont compiler plein de choses, hein. Il y aura l'Incal, l'Avant l'Incal, la case des Métabarons, il y aura plein de choses sur 12 tomes. Bon, je prendrai pas les 12 tomes parce que,
quand il va y avoir les Technopères, je les ai déjà les Technopères, donc je vais pas les racheter. La case des Métabarons, je les ai déjà. L'Incal, l'avant l'Incal, je les ai déjà. Donc sur les 12 tomes, il y en a au moins 4 que je prendrai pas parce que ça va être redondant, je vais pas prendre des trucs en double. Même si dedans il y a des tomes en plus, mais je dis bon, je vais pas acheter 30€ pour juste un tome d'une série. Au pire, je prendrai la série si c'est intéressant, mais en tout cas, j'ai découvert plein de choses parce que là, il y en a un que j'ai pas encore pris, c'est le tome 2 parce qu'il y a plein de choses de plein d'auteurs. Mais par exemple, il va y avoir. De toute façon, il y a la liste et c'est super intéressant. Bon, si vous connaissez pas, alors maintenant, il faut peut-être que je parle un petit peu de ce truc. C'est ce qu'il y a dedans. Il y a le Lama Blanc. Les Jumeaux Magiques, j'ai pas encore lu, mais le Lama Blanc, c'est en 6 tomes. Pour faire simple, c'est une run d'Iron Fist. Voilà, c'est l'histoire d'Iron Fist en moins arts martiaux et plus métaphysique. En fait, on suit le lama blanc, le grand lama, qui est censé être le Dalai Lama, on va dire. C'est un Tibétain, c'est le chef spirituel, la réincarnation de Bouddha dans le Tibet, donc le Dalai Lama, parce qu'il va y avoir une guerre, il dit il faut que je me réincarne dans un corps plus jeune et plus fort, et il se réincarne dans un jeune Baptou, un jeune blanc, qui s'appelle Gabriel, qui vient de naître au Tibet, et donc c'est sa réincarnation, donc c'est un lama blanc, voilà, parce que c'est blanc parce qu'il est blanc, il est né blanc, et donc on va voir toute l'évolution spirituelle de ce personnage, qui est la réincarnation de Bouddha, et qui va affronter la Chine à la fin. On voit Mao et compagnie. C'est un peu politique et c'est super bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Comme je disais, moi, sur mon passant Twitter, sur mon Instagram, je connais tout l'auteur pour ses œuvres plus SF. Là, j'ai découvert d'autres trucs. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle Bunker, c'est un truc de pistolero. Lui qui aime bien les cowboys, je vais découvrir ça. En tout cas, si vous connaissez pas, tâtez, franchement, 40€ intégrale de 8 tomes ou de 6 tomes, franchement, c'est rentable. Quand tu vois par rapport au prix habituel des BD, où c'est 10 tomes pour 50 pages, là, tu fais le ratio, pour 40€, t'as quasiment le double de contenu. Bon, c'est vrai que c'est quand même plus cher qu'un manga, mais allez-y, franchement, moi j'aime beaucoup et je vais sûrement prendre les prochains titres, pas tous comme j'ai dit, mais au moins une bonne partie. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.